Le handicap est souvent défini en lien avec le problème, des barrières, de l'oppression. Donc ça, c'est un modèle qui est vraiment lié aux difficultés. Mais pour moi, le modèle affirmatif du handicap, bien sûr, il y a des problèmes, mais est-ce que le handicap, c'est seulement des problèmes? Mais non, on a aussi une fierté de personnes handicapées, on a du plaisir à être handicapé, on peut jouer, on peut faire de l'exploration. Bienvenue dans cette 3e saison de Broadcastability, un podcast par, pour et à propos des personnes en situation de handicap. Broadcastability est une production du projet Proud basé à Toronto au Canada. Visitez theproudproject.ca pour en apprendre plus. Nous sommes impatients de vous présenter les épisodes suivants parce que pour cette saison, on se concentre sur la recherche sur le handicap. Nous voudrions mettre en lumière certains individus qui se consacrent à des projets de recherche à propos du handicap, à différents niveaux et à des endroits différents. Nous interviewons des étudiants, des défenseurs des droits de la personne, des universitaires et des professionnels qui nous offrent différentes perspectives sur les manières de faire de la recherche sur le handicap. Ce podcast a été enregistré et produit sur les territoires traditionnels et ancestraux des Huron-Wendat, des Seneca, des Anishinaabe, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Mississauga de la rivière Crédit. Ce territoire est couvert par l'accord de la ceinture du Wampum, dit bol à une seule cuillère, qui est un traité entre les Anishinaabe, les Mississauga, les Haudenosaunee et les Nations alliées, et qui vise à protéger les ressources des Grands Lacs et des régions environnantes. Ce podcast a également été partiellement produit sur les territoires des Musqueam, des Squamish et des Tsleil-Waututh. Nous tenons également à reconnaître les différentes nations autochtones présentes sur l'île de la Tortue, également appelée Amérique du Nord, où nous menons nos recherches et enregistrons ce podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Véro Leduc, une artiste, chercheuse et professeure à l'UQAM, ainsi que Sarah Houle, interprète en langue des signes québécoise. Pendant 1 heure, nous discuterons entre autres de l'expérience de Véro en tant que personne sourde ayant grandi dans une famille entendante, de son parcours académique et artistique, des dynamiques au sein de la communauté sourde et de sa prochaine exposition multisensorielle et accessible à Toronto. Peux-tu parler ou partager un peu de tes origines, de ta famille, ta éducation, ton éducation et ton piste qui arrive à être un prof? Mhm. Oui, super, avec plaisir. Donc, je suis née dans une famille entendante, francophone à Montréal. Et puis, en réalité, ma famille n'avait pas remarqué ma surdité jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, il y avait ma marraine qui était interprète à ce moment-là déjà. Elle enseignait à l'école Lucien Pagé avec des personnes sourdes. Puis elle avait capté que j'avais une surdité. Souvent, je demandais à ma mère, qu'est-ce qu'elle a dit, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Fait que ma tante, qui s'appelle Denise Lefebvre, avait dit, bon, qu'elle voyait clairement, là, qu'elle avait dit clairement que j'étais une personne sourde, mais je parlais de façon claire aussi, mais je comprenais pas parce que souvent, je demandais de faire répéter. Puis là, elle avait dit à ma mère, puis là, ma mère avait dit à sa sœur, mais non, tu es interprète, tu travailles avec des enfants sourds, tu vois des sourds partout. Véro, elle est pas sourde. Elle est juste comme, elle écoute pas, tu sais, elle écoute ce qu'elle a le goût d'écouter. Fait que, ou elle a la tête dure. Fait que c'est vrai aussi en partie. J'avais un petit peu la tête dure, j'étais un petit peu fonceuse, mais c'était pas que ça. C'était aussi lié à ma surdité. Fait que, éventuellement, à l'âge de 7 ans, j'ai une sœur qui est décédée à la naissance. Donc, à ce moment-là, j'ai passé 1 semaine chez ma tante Denise. Et puis, c'est là qu'elle a vraiment capté beaucoup de détails. Par exemple, elle me posait une question en voiture: Hey, Véro, plutôt, est-ce que tu as le goût de manger au restaurant ou à la maison? Fait que là, j'ai pas répondu. Puis ensuite, elle a dit: Véro! Puis là, je me suis retournée. Elle a remarqué que j'ai tourné la tête pour pouvoir lire sur ses lèvres. Fait que c'est clair pour elle à ce moment-là que j'étais une personne sourde. Fait qu'après, elle a téléphoné ma mère, puis elle a dit: écoute, là, si tu veux faire un test d'audition, moi, je vais y aller avec Véro. Fait que là, ma mère a dit: OK, OK, on va y aller. Puis finalement, à l'âge de 7 ans, on a découvert ma surdité. Donc, ça veut dire que je me débrouillais pour lire sur les lèvres. Puis avant, c'était peut-être pas clair aussi, parce que l'audiologie
l'audiologiste m'a dit: «Hey, tu parles vraiment bien, tu sais, ta parole en français, puis aussi, tu sais, comment c'est possible, tu sais, que tu puisses lire sur les lèvres, où tu as appris ça?» Donc, j'ai réalisé, ben, en fait, on a découvert par la suite que j'ai une douance. Donc, avec la douance, j'ai un quotient intellectuel qui me permet, c'est plus facile de se débrouiller, j'ai appris à lire sur les lèvres par moi-même, et puis aussi, j'ai une oreille musicale. Ben, même si il y a des personnes entendantes qui n'ont pas l'oreille musicale ou, bon, qui vont... moi, c'est plus lié avec la capacité d'entendre les fréquences ou les sons. Donc, moi, j'ai une oreille musicale qui vient de ma famille. J'ai une famille de musiciens, donc, qui jouent de différents types d'instruments. Donc, moi, mon oreille musicale, la langue, je comprends pas les mots, là, mais j'entends les fréquences. Donc, je peux entendre certains sons, c'est-à-dire les sons graves, et puis ça me permet de suivre la musique, mais je comprends pas les mots. Donc, avec le temps, ça m'a permis d'acquérir des informations. J'ai fait comme un genre de dictionnaire euh, personnel. Puis aussi, bon, la lecture sur les lèvres, beaucoup d'efforts. C'est sûr que lire sur les lèvres, ça engendre beaucoup de fatigue. C'est difficile. Donc, bon, dans ma famille, c'était des personnes entendantes, comme j'ai dit, qui n'avaient pas appris la langue des signes. Mais quand on a découvert la surdité, ma surdité, j'ai commencé à apprendre la langue des signes. La sœur de ma mère, ma marraine, ont donné des références pour des cours de LSQ. Donc, j'ai rencontré une personne sourde qui venait chez moi à la maison pour m'enseigner la langue des signes. Mais j'étais toute seule, hein. Vous savez, une langue, c'est vraiment l'objectif, c'est de communiquer avec d'autres personnes. Fait que quand on est seul, on apprend une langue. J'étais seule pour apprendre la langue des signes. Ben, avec qui je pouvais communiquer? J'avais personne dans mon environnement. Donc, j'ai éventuellement abandonné la langue des signes. Mais plus tard, au cégep, le ministère de l'Éducation m'a autorisé, en tant que personne sourde, de remplacer mon cours d'anglais par un cours de LSQ. Donc, c'est là que je suis retournée apprendre la langue des signes. Et puis, j'ai aussi, je pouvais participer à un cours de français avec des personnes sourdes. Par contre, la différence entre moi et les autres personnes sourdes, c'est que ces personnes-là avaient déjà acquis la langue des signes en grandissant, puis moi, non. Donc, même si on était des personnes sourdes, mais pour moi, c'était encore nouveau, puis la communication n'était pas sur le même niveau, si je peux dire. Donc, j'ai encore une fois mis ça de côté, puis j'ai continué mon parcours. Et puis, dans la communauté sourde, je me suis intégrée en fait avec les personnes sourdes. J'ai continué mon cégep, mon université, et puis j'ai trouvé un travail. J'étais en travail social. Et puis, comme j'ai dit aussi, bon, moi j'avais une certaine facilité à lire sur les lèvres. C'est sûr que les informations qui étaient transmises par les professeurs, je pouvais les lire sur les lèvres. Quand j'étais jeune, j'avais un système FM. Donc, j'utilisais ça. À l'université aussi, j'utilisais le système FM que je remettais. Là, je remettais le micro au professeur qui pouvait le porter pour que je puisse avoir accès aux informations auditives. Par la suite, je me suis rendue à la maîtrise en travail social et finalement au doctorat en communication à l'Université de Montréal. J'ai fait une recherche-création à cette université. Puis à ce moment-là, il y avait un programme conjoint à l'Université de Montréal. Mais en fait, c'était Université de Montréal, Concordia et UQAM. Donc, peu importe à quelle université on était inscrit, on pouvait choisir des cours dans chacune des universités. Donc, c'était quand même bon, intéressant parce qu'il y avait des groupes qui mélangeaient les trois universités ensemble. Donc, j'étais inscrite à l'Université de Montréal, mais je pouvais aller choisir, par exemple, j'étais curieuse d'aller à Concordia, prendre un cours à l'Université Concordia. Puis, en arrivant là-bas, je comprenais rien parce que j'avais grandi en français. En un à un, j'étais capable de me débrouiller en anglais, donc j'ai une certaine facilité avec les langues, oui, c'est sûr, mais dans un cours de groupe, je me suis rendu compte que je dépendais beaucoup de la prise de notes. Ben, j'avais toujours des preneurs de notes à l'université, donc là, j'étais comme, allez, vas-y, là, prends les notes plus rapidement. Tu sais, t'es comme, oui, mais je fais pas de la transcription en temps réel, là, c'est pas automatique à 100%, fait que je dépendais beaucoup, beaucoup, beaucoup de la prise de notes pour suivre. Donc, c'était difficile, je pleurais, j'ai parlé avec ma mère, j'étais comme, oh non, je pourrais pas étudier au doctorat, je comprends rien. Mais ma mère, elle m'a dit, oublie pas, tu es une personne sourde, est-ce que tu peux comprendre tout le contenu tout le temps? Là, j'étais comme, ah, ok, ouais, c'est vrai. Puis
Un élément de preuve que je peux dire, là, c'est que j'avais de l'audisme intériorisé. C'est-à-dire que mon identité source, je l'avais toujours mise de côté au travers de mon parcours. Et puis, c'est devenu jusqu'à ce que j'oublie que j'avais des barrières absolument dans mon parcours. Donc finalement, on a décidé d'embaucher des interprètes. C'est sûr qu'à ce moment-là, je connaissais pas beaucoup la langue des signes, tu sais. Donc j'avais au début un interprète oraliste parce que j'avais pas accès à toutes les informations en langue des signes, mais éventuellement, j'ai eu interprète oraliste avec support langue des signes. Et puis ensuite, ben, c'est devenu une langue que j'utilisais aussi en parallèle. Je dirais c'est à peu près en 2013 que j'ai rencontré une femme sourde qui signait, queer. Moi aussi, j'étais une personne queer, donc on était toutes les deux sourdes, queer, on s'entendait bien, on se comprenait, on avait une bonne relation. Puis c'est elle qui m'a encouragée, qui m'a invitée à participer à bon, une réunion avec des personnes sourdes. Donc ça m'a permis d'échanger, de, de discuter comment on peut plus avancer dans notre chemin. Fait que là, ça m'a fait plaisir d'y participer. Puis c'était drôle parce que tout le monde communiquait en langue des signes, puis sauf moi. Fait que là, il y avait une bénévole entendante. Donc, quand moi, je parlais avec ma voix, elle interprétait en LSQ pour le groupe de personnes sourdes. Donc, quand les personnes sourdes signaient aussi, l'interprète parlait. Moi, je lisais sur ses lèvres. Mais c'est vraiment drôle parce que oui, on partageait la même identité de personnes sourdes, mais on pouvait encore une fois, on ne pouvait pas communiquer. Fait que là, il y a une femme qui m'a dit: Hey, tu signes pas vraiment? Je dis: Ben, je signe un peu, là. Tu sais, ma tante, elle m'a montré. Ma tante, c'est une enseignante à Lucien Pagé. Puis elle dit: Ah oui, ta tante, c'est Denise. Parce que, bon, tu sais, dans la communauté sourde, on se connaît. On avait à peu près le même âge. Donc, il y a beaucoup de gens de mon âge qui connaissent ma tante parce que, bon, ils l'ont rencontrée à l'école. Puis là, ils me disaient: Ben, c'est drôle, ta tante, elle enseigne aux personnes sourdes, mais toi, tu signes pas. C'est bizarre. Fait qu'elle m'a encouragée à aller apprendre la langue des signes comme, tu sais, elle me dit, t'as pas d'excuse, là, vas-y. Fait que je remercie cette femme sourde-là de m'avoir encouragée à aller m'inscrire à un cours de LSQ, puis c'est ça. Euh, Avec le temps, je suis devenue fluide en langue des signes. C'est ça. Et Charlotte, est-ce que tu as des questions? Et j'ai des questions et j'ai une liste, mais nous partagerons nos listes. Mm. Oui, j'ai des questions. Moi, j'ai pas mal regardé à ton portfolio artistique sur ton site et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent pour toi, le, ton art, cette envie de créer, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé après ta carrière académique ou pendant? Comment est-ce que ça se lie en fait? Mhm. Merci pour la question. En réalité, j'ai toujours été très, très, très créative. Donc, justement, quand j'y faisais mes études au doctorat, j'ai fait une BD en langue des signes. Donc, c'était des entrevues avec des personnes sourdes, mais aussi avec des membres de ma famille. Donc, c'est devenu une BD. Peut-être que vous l'avez vu là, quand vous avez regardé mon portfolio. Donc, c'est ça. Quand j'ai posé la question à mes parents ont répondu: Ben, tu étais tellement créative, tu étais toujours occupée, tu étais en train de faire quelque chose, tu écrivais, tu dessinais, de la peinture. Donc, c'est comme si pour eux, être une personne sourde, tu sais, il y a des préjugés, vous savez, envers les personnes sourdes. On est isolé, on est renfermé sur soi, on est un peu déconnecté. Donc, ça justifiait pour mes parents le fait qu'ils n'avaient pas capté ma surdité parce que j'étais très créative, je faisais de la peinture, du dessin et tout ça depuis que je suis très jeune. Et puis aussi, j'inventais, tu sais, j'essayais d'écrire, même si j'écrivais pas correctement, j'étais tout le temps dans la création. Donc, voilà, puis j'ai commencé éventuellement à faire de la peinture. Vous savez, à l'école, on a des cours d'art plastique, bon, on fait toutes sortes de choses. Et puis, à l'école secondaire, j'avais fait une murale. Donc, avec d'autres personnes, avec d'autres étudiants, en lien avec la paix dans le monde. C'est ça. Et puis ensuite, au cégep, j'étais inscrite à un cours de photo, de photographie, oui. Donc, autrefois, à la vieille façon, hein, on développait les négatifs et tout ça dans une chambre noire. Donc, c'est ça. Je pense à mon parcours ensuite à l'université. Oui, bien sûr, c'est toujours là en parallèle. Au cégep, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que j'ai le goût de m'inscrire
en art, quel chemin je vais prendre. Puis bon, dans la société, on sait, il y a beaucoup de préjugés en lien avec la carrière artistique. Les gens sont comme, mais non, inscris-toi pas en art, tu vas vivre une vie difficile, tu trouveras pas d'emploi et tout ça. Donc, j'hésitais, quel chemin je vais prendre. Donc, aussi, je suis très, très politisée. Donc, je suis une personne très engagée. J'ai commencé à m'engager très jeune en lien avec, contre, par exemple, pour lutter contre le travail des enfants, ensuite Amnesty International pour la libération de prisonniers, ensuite avec des groupes féministes, ensuite avec la communauté queer et ainsi de suite, travailleuses du sexe aussi, la communauté sourde. Donc, j'étais toujours très, très impliquée dans des contextes politiques. Donc, je me demandais, bon, est-ce que j'ai le goût d'aller faire un diplôme universitaire en art ou plutôt euh, en sciences politiques? Je réfléchissais peut-être à sociologie. Et finalement, je me suis inscrite en tant qu'étudiante libre. Sociologie, c'est vraiment intéressant parce que il y avait un cours sur l'histoire de l'anarchisme. Donc, là, j'étais comme, ah, je suis vraiment intéressée, mais je me disais, qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est bien beau en parler, tu sais. Je me disais, concrètement, ça me donne quoi? J'avais besoin d'une une personne d'action. Donc, j'ai besoin qu'il y ait toujours quelque chose de concret. Ça veut dire que, bon, quand on parle des problèmes sociaux, OK, c'est beau, on en parle, mais pour moi, c'est pas assez. Je le sais qu'il y a un problème social, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, finalement, et puis, je me suis inscrite en travail social parce que pour moi, c'était plus concret. Pour moi, ça me permettait de participer à l'organisation communautaire, par exemple. Fait que c'est là que j'ai décidé mon chemin allait être en travail social, mais le côté artistique était toujours présent à l'intérieur de moi pendant mon parcours en parallèle. Toujours été là en parallèle jusqu'à, je dirais, en 2010. C'est ça, 2010. J'ai eu une mononucléose. Donc, j'ai été malade pendant 3 mois. Je serais vraiment alitée, je pouvais pas mais en même temps, j'ai découvert, l'Artothèque, un organisme à Montréal qui permettait d'emprunter des œuvres d'art, donc j'avais jamais vu ça. J'allais là-bas, c'est dans le quartier Rosemont. C'est comme une bibliothèque en fait là, mais avec des œuvres d'art. Donc on pouvait, c'était classé selon les différents styles, bon, ça pouvait être de la photo, de l'art naïf. Donc j'étais vraiment, captivée par le fait qu'on puisse emprunter des œuvres d'art, des tableaux. Puis aussi à ce moment-là, en tant qu'étudiante, j'avais pas les moyens d'acheter, hein, vous savez, des tableaux. Mais là, on pouvait emprunter des tableaux, puis on pouvait les afficher chez soi, des grands tableaux qui ça coûtait entre 5 et 15 par mois pour un abonnement. Donc, c'était très accessible comme prix. Puis, ça m'a permis d'emprunter des grands tableaux que j'ai affichés chez moi. Puis, ça m'a donné vraiment envie de créer moi aussi. Je me suis dit, moi aussi, je peux créer. Je faisais des petits tableaux, mais là, je regardais ça, les grands tableaux, puis ça m'a donné le goût d'essayer moi aussi. Donc, je suis allée au magasin de matériel artistique. J'étais un petit peu gênée. Est-ce que j'ose acheter un tableau de grand format? Donc, j'ai ramené ça chez moi. J'ai commencé à peindre, puis vraiment, ça m'a donné des frissons. J'étais, ah, je peux exprimer. Vraiment, je me sentais comme souvent on dit que moi je dis souvent que la peinture me permet d'exprimer ce que les mots ne me permettent pas d'exprimer. Donc vraiment, ça me permet d'exprimer différentes choses. Vous savez, comme personne minorisée aussi, on a beaucoup d'expériences d'oppression qui sont accumulées. On garde ça à l'intérieur de soi, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça nous influence, ça peut-être génère de la dépression, des sentiments qui sont négatifs. Donc avec la peinture, ça me permet de sortir ça, de nettoyer un peu, si je peux dire, mon intérieur, puis ça m'apaise vraiment. Donc, merci pour ça à la création avec le temps. Donc, ben, c'est ça, j'ai vraiment commencé en 2010 à faire des grands formats. Et puis depuis ce temps-là, je continue à faire des grands formats, des grands tableaux. Et j'ai aussi choisi d'aller vers la vidéo. Par la suite, après le cégep,
j'ai rencontré un collectif qui s'appelle le collectif des Lucioles. À ce moment-là, on n'avait pas YouTube, hein, vous savez, donc il faut retourner dans le passé puis se projeter comment on vivait à ce moment-là. Donc, le collectif Les Lucioles était impliqué à différents en politique. Donc, on allait faire des entrevues avec des personnes, c'était des documentaires. Fait que moi, j'étais vraiment intéressée. Je suis allée rencontrer la communauté autochtone. J'ai fait des entrevues avec des femmes autochtones. C'était vraiment intéressant pour moi. C'était vraiment le documentaire, ça me permet d'accéder à des mondes auxquels j'aurais pas pu accéder autrement. Parce que le documentaire, la réalisation du documentaire m'a permis d'entrer dans ces mondes-là puis d'en découvrir davantage. C'était vraiment très riche, donc j'ai Est-ce que vraiment tu aimé peux ça. parler, de la processus que tu as appris pour ton CES? Ton c'est un film, mais c'est un film, c'est dessiné et est-ce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas cette forme? Est-ce qu'il y a des barrières de faire ça pour ton CES? Mais je suis intéressée par, ton processus. Bon, c'est ta processus, c'est féminin ou masculin? C'est Ton processus. ton, OK, merci. OK. Mhm. Oui, oui, mais bien sûr, quand je suis arrivée au doctorat en communication, j'avais le goût, ben, au début, j'ai travaillé avec les travailleuses du sexe, c'est la prise de parole des travailleuses du sexe dans l'espace public. Donc, c'est ça le thème. C'était ça le thème plutôt au début, mais en parallèle, j'ai rencontré la communauté sourde à cette période-là. Tout à l'heure, j'en ai parlé brièvement. Donc, je suis devenue j'avais le goût de bifurquer un peu, là. Je sentais cet appel-là à ce moment-là, mais finalement, j'ai changé mon sujet. Donc, j'ai changé mon sujet qui était plus orienté vers la communauté sourde. Et puis, un jour, j'avais dessiné un petit zine, là, tu sais, c'était comme c'est une petite publication là, que j'avais créée pour raconter mon histoire. Donc, parce que bon, ma famille avait essayé, par exemple, de guérir ma surdité avec de l'eau bénite. Donc, on allait à Pâques chercher l'eau. Bon, ben, c'est ça, je racontais mon parcours dans le petit zine. Donc, c'était des dessins avec des explications, un témoignage écrit. Donc, je suis allée à l'Expo Sourd, qui est comme un événement avec de la communauté sourde auquel il y a plusieurs kiosques. Donc, j'y vais, je présente mon zine à la communauté sourde, puis il y a beaucoup de personnes sourdes qui sont venues me voir, ils m'ont dit c'est intéressant, mais je comprends pas. Puis j'étais comme, ben là, t'es sourd, là, t'es pas aveugle, tu peux lire. Comment ça, tu comprends pas? Puis finalement, c'est vraiment à ce moment-là, puis ça a été un moment où j'ai compris clairement que ce sont deux langues différentes. Le français écrit et la langue des signes, ce sont vraiment deux langues complètement différentes. Donc, puis là, j'ai réalisé beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, il y a beaucoup d'autisme dans l'éducation sourde, donc ça influence notre parcours, le manque d'accessibilité à la LSQ aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes d'oppression, d'autisme en lien avec la langue. Donc, quand je suis retournée à la maison, par la suite, je me suis mis à réfléchir. J'ai parlé avec ma directrice de doctorat, puis on réfléchissait à comment ma BD pouvait être accessible en LSQ. Je veux dire, qu'est-ce que peut-être, bon, je pouvais faire des dessins, puis après ça, faire des traductions en LSQ. Puis là, ma directrice elle m'a regardée, puis elle a dit, pourquoi tu fais pas une traduction? Pourquoi tu fais pas une création, une BD directement en LSQ? Puis là, j'ai regardé, j'étais comme, ah, mais la BD, c'est sur papier. La LSQ, c'est la langue des signes, ça fonctionne pas. Mais vraiment, j'avais la meilleure directrice là, de doctorat. Là, c'était vraiment, elle était intelligente. C'est une personne intelligente, Lynne Grenier, une personne ouverte. Je la remercie de m'avoir encouragée. On a réfléchi comment ma BD en langue des signes pourrait. Fait que là, à la suite, bah, c'est sûr, ça demandait beaucoup, beaucoup de réflexion, mais je résume finalement le papier n'était pas un support. Ben, il y a un système d'écriture pour les langues des signes, bien sûr, en ASL par exemple, mais ici au Québec, c'est pas vraiment utilisé. Donc, puis en même temps, écrire une BD avec un système d'écriture de la LSQ que les personnes ne comprennent pas, c'est pas accessible. Donc, il fallait vraiment que je trouve comment la faire en LSQ. Donc, c'était par le support vidéo. Mon expérience vidéo que j'ai déjà eue dans le passé m'a permis d'aller de l'avant. Je me suis quand même inscrit à un cours pour, bon, de logiciel qui s'appelle After Effects là, pour ajouter des effets de BD, aussi d'ajouter les phylactères les paroles pour le texte. Donc, quand je menais mes entrevues avec les personnes sourdes,
Quand la personne sourde s'exprimait en langue des signes, signait, mais après ça, je faisais une traduction en français qui était affichée dans les bulles, dans les phylactères. Puis quand je faisais des entrevues avec ma famille, donc des personnes entendantes, le texte original, là, il était une transcription de leur français, mais c'est des personnes entendantes, ne communiquaient pas en LSQ. Donc pour la traduction, j'ai engagé des acteurs sourds, des actrices sourdes pour interpréter en langue des signes le message pour que ça devienne complètement accessible. Donc, c'est comme ça que j'ai créé ma thèse en recherche-création dans mon doctorat en communication. Ça, c'est génial. Oui, toujours dans ce domaine de ta pratique artistique, je sais que tu as une exposition solo qui arrive à Toronto cet automne, je pense. Euh, Est-ce que tu pourrais Mhm. me parler un petit peu de ça? Quel média est-ce que tu utilises pour cette exposition-là? Je pense que c'est des tableaux aussi. Et quels sont les, Mhm. les- les thèmes principaux que tu explores pour ça? Mhm. Parfait, merci beaucoup pour la question. Oui, justement, c'est une exposition à la galerie Tangled Arts and Disability à Toronto. Donc, c'est une exposition dans laquelle on pourra voir 7 tableaux, 7 peintures texturées. Donc, c'est-à-dire qu'on invite les personnes à toucher les tableaux. Et il y a également de la poésie qui est gravée en braille sur les tableaux. Et puis, à côté des tableaux, j'ai créé aussi une musique signée, une musique en langue des signes qui est projetée. Donc, la musique sourde est projetée sur les peintures en langue des signes, sur les peintures texturées, pardon. Donc, ça devient la rencontre entre la peinture. Donc, on peut la regarder avec nos yeux seulement. On peut aussi regarder seulement la vidéo de la musique sourde, mais il y a la rencontre des deux formes qui est vraiment intéressante aussi. Donc, moi, j'ai toujours aimé explorer, j'aime essayer, découvrir des nouvelles pratiques. Donc, quand j'ai parlé de mon doctorat tout à l'heure, c'était vraiment intéressant de faire une BD en langue des signes. Et puis, ben, justement, avec Lynne Grenier, ma directrice de doctorat, ensemble, on a fait une recherche par la suite en lien avec les musiques sourdes parce qu'elle, elle est vraiment passionnée de la musique. Moi, je suis passionnée de la communauté sourde. Donc, ensemble, on a travaillé, puis on a commencé des recherches sur les musiques sourdes. Puis avec le temps, bien, c'était la recherche m'a donné aussi le goût de créer. J'ai commencé à créer, je pense, c'était en 2015 environ, 2014, je pense, 2015 environ. J'ai commencé à créer de la musique signée. Donc, j'ai toujours continué la peinture en parallèle, mais un jour, je, m- je me suis mise à réfléchir si je projette de la musique signée sur les peintures, de quoi ça va avoir l'air? Parce que vous savez, la langue des signes, c'est sûr, quand on est en face à face, on est des humains sans technologie, on communique, ça va, tu sais, mais on parlait tantôt d'un système d'écriture de la langue des signes. Un système d'écriture, c'est la vidéo. Je prends la vidéo comme système d'écriture. Donc, la technologie me force à réfléchir à comment, tu sais, c'est une forme d'écriture, la vidéo, une forme d'écriture de la langue des signes. Donc, si je filme, est-ce que je filme avec mon iPhone? Ensuite, ça prend de la technologie, un ordinateur. Ensuite, ça doit être projeté avec des projecteurs. Donc, c'est plusieurs couches de technologie. Puis pour moi, c'était comme, c'était trop, là. La technologie elle est beaucoup, beaucoup présente dans nos vies. Donc, je réfléchissais à comment je peux utiliser la LSQ, mais en diminuant la présence de la technologie. Fait que, bref, je réfléchissais beaucoup à ça. Donc, quand on projette la vidéo sur les tableaux, pour moi, sur les peintures, c'est comme une façon d'essayer de se rapprocher, si je peux dire. C'est quelque chose qui est plus organique, c'est quelque chose qui est plus près de la matière. Voilà, le fait de projeter les vidéos de musique signée sur les tableaux. Donc, là, l'exposition, ça a commencé lors d'une résidence de recherche-création au Portugal. C'était mon processus de création en 2024. Je suis restée là-bas au Portugal pendant 2 mois. Puis ça m'a permis de réfléchir beaucoup à la création, en partie sous des tableaux texturés avec la poésie gravée, mais aussi des musiques signées. Les thèmes qu'on y retrouve, c'est la sourditude, notamment. Donc, la sourditude, c'est le fait de vivre comme personne sourde, son parcours comme personne sourde. Souvent,
je réfléchis à la sourditude en lien, bon, avec les personnes entendantes. C'est sûr que depuis que je suis arrivée dans la communauté sourde, ça m'a fait beaucoup réfléchir aux oppressions que la communauté sourde a vécues. Mais mon expérience de vie, hem, m'a fait réaliser qu'il y a aussi des formes d'oppression à même la communauté sourde. Il y a des rapports de pouvoir aussi dans la communauté sourde. Puis c'est pas seulement dans la communauté sourde, dans toutes les communautés, que ce soit la communauté queer, que ce soit n'importe quelle communauté, il y a des rapports de pouvoir au sein même des communautés. Mais je me suis mis à réfléchir comment on peut parler de ce sujet-là qui est vraiment délicat. Vous savez, je veux dire, même dans les communautés féministes, on parle, il y a des problèmes dans les mouvements féministes. On va dire, par exemple, si on parle des problèmes de vous savez, si on parle de ces problèmes-là dans la place publique, souvent, on va dire ça affaiblit nos luttes. Donc, mais c'est quand même important de parler des problèmes. Donc, il y a le thème de la sourditude. Ensuite, il y a aussi le thème délicat des rapports de pouvoir au sein même de la communauté sourde. Et puis, il y a aussi le thème du fado, Fado. Donc, le fado, c'est une musique traditionnelle qui existe au De Portugal. Brésil, Puis oui, oui, oui. Oui. Ou Brésil, c'est plus au Portugal en OK, effet. Donc d'accord, oui, moi, j'ai c'est du toujours été Portugal, oui. passionnée, du fado. Donc c'est le fado, Fado encore une fois, c'est, quand j'étais là-bas, j'ai vu des personnes chanter très expressives, elles utilisaient leur corps, c'était très, dramatique. Donc la voix est intense et puis, on utilise le corps. Donc moi, j'ai toujours aimé cette musique-là, je l'écoutais avec des écouteurs, puis ça me faisait vibrer vraiment à l'intérieur de moi. Donc, j'ai toujours aimé le fado. À ce moment-là, je me suis mis à réfléchir, est-ce que le fado existe avec la musique sourde? Puis là, j'ai réalisé que oui, il y a à Lisbonne, j'ai rencontré des artistes, une personne, ben, il y avait un groupe, en fait, là-bas à Lisbonne, qui faisait des traductions. Donc, les personnes prenaient de la musique entendante qui était traduite en langue des signes. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire de la création originale directement en langue des signes, qui ne serait pas une traduction. Donc, j'ai réfléchi. J'ai créé un signe fado comme ça. Donc, c'est le lien entre Portugal et musique. Donc, ça, c'est mon signe pour fado, qui est vraiment, c'est ça qui est utilisé dans mon, mon exposition. Donc, il y a 7 tableaux avec 3 vidéos qui sont des musiques en langue des signes et 4 vidéos qui sont plutôt des images de la nature. Par exemple, on voit des oiseaux, on voit également des vagues de l'océan, des fleurs et des ombres. Donc, ça devient comme un sorte de rythme. Il y a les 4 tableaux qui créent un rythme, des oiseaux qui volent, le rythme des vagues. Donc, ça ajoute, c'est un peu comme, vous savez, c'est un rythme, il y a les 3 vidéos en langue des signes, que là, il y a plus des paroles, et puis les 4 vidéos qui sont plus un rythme. Donc, si vous ne comprenez pas la langue des signes, je me suis mis à réfléchir comment je peux donner une autre façon d'accéder. Est-ce que j'ajoute des sous-titres? Non. Finalement, j'ai créé des poèmes. Des poèmes qui sont inspirés des vidéos en langue des signes. Donc, pour les personnes qui ne comprennent pas la LSQ, ben, on peut lire les poèmes qui donnent le thème général, approximatif de ce qui était exprimé dans la vidéo en musique signée. Donc, ça permet de faire des liens puis de voir ce qui est signé. Voilà. Mais on se réjouit d'aller voir en tout cas. Hem, ça a l'air d'être une expérience multisensorielle, très intéressante. Ah, ouais, on se réjouit. Hem, Chloé, est-ce que je peux poser une autre question dans Oui, ce je pense tes collègues à l'université, est-ce qu'ils acceptent tes créations comme ça? Est-ce qu'ils pensent que c'est vraiment, une forme scolaire? Parce que quand j'ai fait un mémoire, quand j'ai écrit mon thèse et de temps en temps, j'ai écrit pas de c'est pas des choses qui est dans la forme scolaire. J'écris avec le pronom «je», moi et ça c'est un peu différent et de temps en temps, j'ai créé des histoires et q pour exprimer les idées, mais quelle est quelle est les attitudes de tes collègues à l'université? Mhm.
Mais à l'université, il y a plusieurs mondes dans une même université. Ça veut dire que, bon, il y a différents groupes. Dans, par exemple, moi, j'ai obtenu la chaire de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et les pratiques d'équité culturelle. Donc, en LSQ, c'est le signe chaire, comme ça ici. Donc, c'est vraiment un bel environnement dans la chaire. J'essaie de superviser j'accepte de superviser surtout des étudiants de la diversité capacitaire, des personnes sourdes, des personnes autistes, par exemple, des personnes handicapées. Donc, on a vraiment une belle équipe dans la chaire. C'est comme pour moi un genre de vaisseau spatial. C'est vraiment des personnes qui sont, comment dire, tu sais, quand on parle, je parlais d'un monde dans un monde dans l'université. C'est vraiment un monde qui est unique. On se soutient, c'est le Crip Time. On a beaucoup de respect les uns envers les autres, beaucoup de support. Si quelqu'un est en dépression, par exemple, on dit c'est pas grave, inquiète-toi pas, prends ton temps. Quelqu'un d'autre va prendre tes tâches. Et puis, si on a besoin de temps supplémentaire, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un temps qu'on adapte, qui est très, très flexible. Mais vous connaissez peut-être déjà le concept de Crip Time, donc c'est vraiment appliqué dans la chaire. On travaille concrètement avec le Crip Time. Donc, c'est sûr que les étudiants et étudiantes qui veulent faire leur thèse, une recherche ou un mémoire création, moi, je les encourage vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment une belle communauté épistémique. On se soutient les uns les autres. Tu parles de la communauté sourde et aussi de la communauté queer. Je suis queer aussi. Est-ce que tu peux parler un peu de l'intersection de 2 communautés et aussi, aussi je pense, ça c'est une autre question, mais il y a un mur entre les anglophones et les francophones, je pense au Canada un peu. Et est-ce que ça existe dans la communauté sourde aussi ou non? Est-ce que les langues de signes est différent et il n'y a pas la même barrière? Ou est-ce que tu peux parler de ça? Mhm. Oui, excellent. Donc, je vais commencer avec la langue et puis je vais revenir à la communauté queer par la suite. Donc, à Montréal, il y a deux langues des signes principalement utilisées, soit l'ASL et la LSQ. Donc, il y a une communauté sourde ASL et SL. Mais souvent, je remarque que c'est quand même, tu sais, il y a des événements quand ils sont en ASL, quand ils sont en LSQ, des personnes de la communauté ASL participent. Et il y a des personnes sourdes ASL, par exemple, qui viennent de Colombie-Britannique ou de l'Ontario, qui ont déménagé à Montréal et qui ont appris la LSQ. Donc, la communauté sourde vraiment inclut, je pense, les deux communautés ASL et LSQ à Montréal. C'est sûr que, bon, c'est comme dans n'importe quelle communauté, il y a des aspects qui sont plutôt séparés ou des gens qui sont un peu plus, comment dire, réfractaires ou peut-être qui ont peur de l'influence de l'ASL sur la LSQ parce que c'est vraiment important de protéger la LSQ. Ça, je comprends, je suis d'accord. Bien sûr, c'est important de protéger la LSQ parce que l'ASL, bon, vraiment est de plus en plus répandue à travers le monde. C'est comme l'anglais pour les entendants. Je veux dire, c'est l'hégémonie d'une langue sur l'autre. Donc, ça existe aussi, l'hégémonie euh, dans de l'ASL sur la LSQ. Il faut faire attention, bien sûr, mais par contre, on se mélange quand même assez bien. Parce que notre identité principale est liée à la surdité d'abord, donc on partage. Je pense qu'on a plus d'ouverture, je pense, là, à traverser les frontières des langues des signes que du côté des entendants, si on compare avec la situation des anglophones et francophones. Pour l'ASL et la LSQ, c'est un peu différent. Euh, les langues des signes, la ASL n'est pas une traduction de l'anglais, la LSQ n'est pas une traduction du français, ce sont vraiment des langues en tant que telles. Il y a plus de similitudes entre la SL et la LSQ que entre, par exemple, la LSQ et la LSF en France, ou la SL et la BSL, British Sign Language, en Angleterre. Donc, c'est drôle qu'il y ait plus de similitudes entre la SL et la LSQ que les langues. C'est vraiment à cause de la proximité géographique. Bref. Ensuite, concernant la communauté sourde et la communauté queer, il faudrait faire des études, je pense, là-dessus, mais je pense que il y a plus de personnes
queer dans la communauté sourde que dans la communauté entendante. Parce que peut-être on a déjà expérimenté le contexte minoritaire, c'est un peu plus facile de faire un coming out en tant que personne queer parce qu'on a déjà vécu, les personnes sourdes ont déjà vécu de l'oppression. Je pense qu'il y a plus d'ouverture à la différence. Je sais pas, c'est d'instinct que je réponds comme ceci, là, mais je pense que c'est pour cette raison-là qu'on note plus de personnes queer dans la communauté sourde que dans les communautés entendantes. Donc, il y a aussi une communauté queer sourde. Donc, par exemple, il y a une création d'organismes, par exemple la CSSQ, Coalition SIDA Sourd Québec. Cet organisme est vraiment là, qui fait un travail remarquable. Par exemple, pour la prévention, ils ont créé de nombreux signes en lien avec le VIH-Sida. Maintenant, ça s'appelle le RSQ, Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec, RSSQ. Donc, vraiment, ils continuent leur mission de sensibilisation. C'est vraiment une belle initiative. Puis même les personnes entendantes regardent les initiatives de cet organisme là, pour la prévention du VIH-Sida, puis ils s'inspirent de comment c'est fait dans la communauté sourde pour inspirer leur pratique parce que c'est vraiment très visuel, c'est très efficace. Puis est-ce que c'est bien seulement pour les personnes sourdes? Non, les personnes qui sont analphabètes, par exemple, qui sont beaucoup plus visuelles, c'est très pertinent pour ces personnes-là. Donc, la communauté queer aussi, je pense, est plus ouverte et plus accueillante à l'égard de la communauté sourde que les autres communautés. C'est ce que je remarque. Par exemple, depuis quelques années, lors de la parade, on invite des interprètes à se joindre pour rendre cela accessible. Dans la communauté queer, il y a aussi le magazine Fugue qui fait des entrevues avec des personnes gays et sourdes. Donc, je remarque que, ah oui, aussi, j'ai moi-même fait une recherche dans le passé avec le CRH. J'avais obtenu une subvention de recherche pour le sentiment d'appartenance des personnes sourdes. Donc, j'ai fait des entrevues avec des personnes sourdes qui viennent de différentes villes, donc Montréal, Québec, Ottawa et Toronto. Et à Toronto, je me rappelle, il y avait une femme sourde qui avait dit la même chose. Il disait qu'à Toronto, il y avait aussi une communauté sourde, queer, vraiment très accueillante des personnes sourdes. Il y avait dans la communauté queer là-bas à Toronto, on accueillait les personnes sourdes, il y avait des interprètes sur scène et tout ça. Donc, j'ai l'impression que le fait d'avoir vécu l'oppression, euh, de l'oppression qui a été vécue par les personnes engendre plus d'appartenance, plus d'ouverture, un partage des expériences similaires. Mais en même temps, on pourrait penser que, bon, d'autres communautés pourraient être plus accueillantes, mais elles ne le sont pas nécessairement, par exemple, la communauté féministe. Oui, il y a des événements qui accueillent, mais je sens qu'il y a encore du travail à faire. Oui, moi j'ai une question par exemple, on a parlé beaucoup de rencontres de différents médias, hem, mais est-ce que j'ai vu que que tu avais travaillé, sur certains projets artistiques avec, des artistes aveugles. Est-ce que ça arrive souvent que tu travailles avec d'autres artistes qui sont en situation de handicap? Et au niveau de la recherche aussi, est-ce que ça arrive que tu travailles avec d'autres chercheurs en situation de handicap et qu'est-ce que ça amène au projet en général? Mhm. Ben, d'autres chercheurs en situation de handicap, comment dire, il n'y en a pas beaucoup pour le moment. C'est pas encore à l'UQAM. Il y a une professeure autiste titulaire d'une chaire. Donc, on se connaît, tu sais, mais est-ce que je travaille avec elle directement? Non. Dans l'équipe de la chaire, bien sûr, il y a des étudiants et des étudiantes qui sont toutes issus de la diversité capacitaire. Donc, ce sont de futurs chercheurs, je l'espère. Mais en ce qui concerne la communauté des professeurs dans la francophonie, on n'est pas nombreux. Il y a Alexandre Barry, qui est à l'Université d'Ottawa. Puis, bon, ouais, on collabore pas nécessairement dans la recherche, là, nos travaux sont différents, mais on a une collaboration professionnelle, on va s'inviter dans nos cours, par exemple. Donc oui, on collabore de cette façon-là.
dans le monde anglophone, je sais qu'il y a plus de personnes, mais moi, je collabore vraiment plus avec les étudiants et étudiantes de la diversité capacitaire. Ensuite, en ce qui concerne les artistes aveugles, oui, justement, je fais partie d'un partenariat panaméricain qui s'appelle Hemispheric euh, Institute avec l'Université York, avec Laura Levin, donc je fais partie de ce partenariat qui s'intéresse aux performances, à l'étude de la performance. Donc, on fait partie, par exemple, j'ai rencontré des personnes du théâtre aveugle de Mexico qui font partie de notre partenariat. Et puis, une fois, je suis allée rencontrer, ça s'appelait Encuentros. Encuentro, un événement de performance activiste et artistique là-bas. Donc, c'était à Mexico. Puis j'avais prévu présenter une performance de musique sourde, de musique en langue des signes. Et puis, il y avait des artistes aveugles. Fait que là, je me suis dit, le matin, je me suis réveillée, oh là là, j'ai pas pensé, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais rendre ça accessible pour les artistes aveugles, de la projection sans son, silencieuse. Donc, la veille, ils nous avaient montré leur méthodologie, comment ils créaient leur chorégraphie. C'était en touchant. Par exemple, les personnes aveugles qui ne peuvent pas voir touchaient la personne qui faisait la chorégraphie, puis là, touchait l'autre personne. Donc, ça permettait vraiment ils travaillaient de cette manière-là pour construire leur chorégraphie les uns avec les autres. Donc, ça m'a vraiment inspirée. Et puis là, je me suis dit, quand j'arrivais sur place, je propose trois projections. J'ai expliqué ce que j'allais projeter, trois différentes façons d'y accéder. Donc, on peut vous offrir soit une audio description qui est un peu plus technique. Bon, il y a une personne qui fait ça, elle lève la main, ainsi de suite. C'est plus technique. Ensuite, j'ai proposé pour la deuxième projection d'inviter une personne aveugle à se mettre debout à proximité d'une personne voyante. Donc, la personne voyante qui regardait la vidéo reproduisait, essayait de reproduire au mieux ce qu'elle voyait pour que la personne ait plus y toucher. Puis ça rendait ça accessible par le toucher. Et la troisième proposition que j'ai faite, c'est que toutes les personnes se lèvent et puis si euh, vous êtes une personne voyante, ben vous pouvez soit reproduire ce que vous voyez dans la musique signée pour une autre personne à côté de vous, ou si vous souhaitez, vous pouvez également, même si vous êtes une personne voyante, fermer vos yeux et toucher une personne qui va reproduire ce qu'elle voit dans la musique signée. Donc pour moi, l'art, c'est vraiment intéressant. C'est des façons d'innover, de déconstruire le rapport à l'art, comment on peut créer de nouvelles portes d'entrée à l'expérience artistique, parce que oui, on parle de l'accessibilité, mais l'accessibilité, quelle est-elle précisément? Est-ce que c'est une accessibilité technique? Par exemple, si on donne une audio-description, est-ce que c'est suffisant pour moi qu'il y ait vraiment une expérience? Pour moi, l'expérience de l'art, c'est pour que ça nous donne des frissons, vous savez. Si on n'a pas de frissons, je pense que c'est comme vide. Je sens que c'est vide, l'expérience. Oui, on donne accès à l'information technique, mais on ne donne pas accès à l'expérience de l'art. On n'a pas de frissons, hein? Donc, pour moi, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est plus important d'avoir... Bon, pour moi, c'est vraiment l'expérience. C'est ça qui est le plus important, de ressentir des frissons dans son corps. Ça, c'est vraiment un accès à l'œuvre d'art. Donc, je pense que le fait de proposer, de toucher d'autres personnes qui reproduisent la musique en langue des signes, c'était une façon d'accéder à l'expérience. Donc, j'ai reproduit cette expérience-là à différents événements. Puis, je suis allée juste dernièrement à PSI, Performance Studies International au Brésil, où j'ai proposé un cabaret de performance crip et sourde. Donc, justement, j'ai invité, encore une fois, il y avait les personnes du théâtre aveugle qui sont venues. Il y avait une compagnie de Montréal aussi qui s'appelle Des pieds et des mains qui est venue aussi. Puis, c'est des personnes qui font du théâtre neuroatypique. Et puis, j'ai invité aussi des artistes sourds et sourdes, Kai, Jennifer et Anaïs. Anaïs qui vient de France. Donc, les personnes du théâtre aveugle étaient là, de Mexico. Puis, je me suis dit, comment elles ont présenté d'abord, puis ensuite on faisait nos performances sourdes. Donc je me demandais comment on peut leur permettre d'apprécier les performances des personnes sourdes. Donc j'ai réfléchi et j'ai proposé à nouveau que des personnes du public, quand on a commencé nos performances, j'ai accueilli les gens, bienvenue au cabaret de performances sourdes et crip.
nous avons besoin de votre participation. Donc, quand il y aura des performances sourdes, on a besoin de volontaires du public pour reproduire, tenter de reproduire ce que les personnes sourdes présentent sur scène pour que les personnes aveugles, par exemple, je vous montre ici, une performance, un extrait de performance que les personnes reproduisaient. Puis les personnes aveugles pouvaient toucher le corps des personnes qui reproduisaient la performance sourde. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi. Je pense que, tu sais, il faut que je continue là, vraiment à explorer cette forme d'entrée à l'art, à l'œuvre, parce que souvent, on parle d'accessibilité dans la culture, mais je veux dire, souvent, on rend la culture majoritaire accessible pour les personnes sourdes, par exemple, qui ont accès à la culture en temps aveugles qui vont avoir accès à la culture visuelle, par exemple un film qui va être audio, décrit pour les personnes aveugles, mais c'est comme en même temps, c'est donner un accès aux personnes des communautés qui sont minorisées à, à la communauté de la majorité. Mais je pense que c'est aussi important que ce soit de part et d'autre, que entre nous, les personnes aveugles, sourdes, à mobilité réduite, les personnes neurodivergentes, on rende accessible aussi nos œuvres artistiques. Je pense que c'est vraiment une question d'éthique. Éthiquement, comment moi, quand je fais une... Moi, je sais qu'il existe des artistes aveugles, qu'il y a des artistes autistes, qu'il y a des artistes... Je suis au courant que les différentes personnes existent. Comment moi, au début de mon processus, dans ma propre réflexion, je peux donner une expérience agréable pour chaque personne. Est-ce que ce sera la même expérience? Pas nécessairement, non. Non. Puis pour moi, c'est pas important. Ce sont des expériences. C'est vraiment important que chaque personne ait la possibilité d'expérimenter. Peut-être qu'elle n'aimera pas ce qu'elle va expérimenter. Puis Et peut-être aussi que si je peux ajouter d'autres, je peux ajouter de l'accessibilité traditionnelle, bien sûr, de l'autodescription et tout ça, mais je pense que de créer des nouvelles portes d'entrée à l'œuvre, c'est vraiment intéressant, puis ça me permet de réfléchir au concept de créer expansion. Donc, mon signe comme ça, c'est créer expansion. Donc, vraiment, c'est un processus de réflexion dans lequel je suis présentement. Comment je peux nommer cela? C'est la création qui devient un espace d'expansion pour un espace d'exploration, un espace qui vraiment nous permet de plonger dans comment mieux se connaître, comment mieux se rencontrer. Ouais. c'est évident que tu as beaucoup de liaisons avec des autres personnes, des autres communautés, mais je demande une question un peu de politique. Et il y a des personnes qui sont membres de la communauté sorde qui dit, OK, la surdité n'est pas un handicap, mais c'est une culture. C'est seulement, c'est franchement seulement une culture. Et qu'est-ce que, quel est ton vue, quelle est ton perspective avec ça? Et heu et aussi la technologie, il y a je pense que peut-être que c'est les mêmes personnes, mais il y a, personnes qui n'aiment pas la technologie de cochlear implant parce qu'ils, peut-être, ils diminuent la communauté de personnes qui sont sourdes et qu'est-ce que tu penses de tout la de tout ça? Mhm. C'est une grosse question. Oui. Ben, il y a deux choses. Ben, pour moi, c'est ça, il y a comme deux questions. D'abord, concernant les personnes bon, sourdes qui disent que c'est une culture, qui ne sont pas nécessairement handicapées. Donc, on est vraiment une minorité culturelle. Mais oui, c'est vrai, parce que faut que je retrouve le nom de la personne. Là, je cherche un nom. Là, Maël, pardon, je me souviens pas. Je reviendrai avec le nom plus tard, mais il y a une personne sourde qui dit, moi, je suis pas en situation de handicap. Si, par exemple, une personne immigrante qui vient d'arriver ici, puis je la rencontre, puis je veux dire, on va dire, on a deux langues différentes, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas communiquer. Fait que c'est la même chose pour les personnes sourdes. Si on rencontre quelqu'un qui a une autre langue, la raison pour laquelle on ne peut pas communiquer, c'est parce qu'on a deux langues différentes. Donc, puis aussi, il faut savoir que dans l'histoire des personnes sourdes, il faut comprendre le contexte. Donc, il y a eu le congrès de Milan en 1880, un congrès qui a interdit l'enseignement en langue des signes dans l'éducation pour les personnes sourdes. Donc,
c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à forcer les personnes sourdes à l'oralisme, à utiliser la parole avec leur voix, et on a renvoyé tous les professeurs sourds dans le système d'éducation. Ils ont tous et toutes été renvoyés. Avant, il y avait un tiers des profs, des enseignants qui étaient des personnes sourdes. Donc, c'est une grosse histoire de pression. Donc, quand une personne sourde dit oui, on fait partie d'une minorité culturelle, elle demande le respect, la reconnaissance, parce qu'encore aujourd'hui, c'est pas pleinement reconnu. Et puis, il y a beaucoup de personnes sourdes qui voient la langue des signes comme une langue qui est inférieure. Par exemple, en français, on va souvent dire langage des signes, alors que c'est langue des signes comme c'est langue française et non le langage français. Mais il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui disent langage des signes, puis ça montre un manque de reconnaissance. Donc pour moi, vraiment, si c'était à égalité à 100%, que les personnes sourdes avaient accès à tout sans aucune oppression, ben, je pense que ça serait pas le même débat. Je pense que on dirait pas qu'on est des personnes handicapées. Ça serait vraiment un... Parce que ce concept-là vient du modèle médical du handicap. Donc, quand une personne sourde dit je suis pas handicapée, ça veut dire elle prend pas le modèle médical. Elle dit moi je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, je peux tout faire au même titre que les personnes entendantes. Et pour moi, c'est une façon de dire que la langue des signes, elle est, elle est pas, je veux dire, elle est pas liée au handicap. La langue des signes, c'est vraiment euh, une langue qui est à égalité avec les autres langues. Donc, elle n'est pas inférieure. Fait que c'est comme cette langue-là, elle n'est pas en situation de handicap. On veut vraiment valoriser la langue des signes comme une langue qui est égale aux autres langues. Fait qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes sourdes peuvent être réfractaires à ce mot-là, handicap. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes sourdes qui vont accepter de dire qu'elles sont en situation de handicap parce que, bon, bien sûr, le monde des personnes entendantes n'est pas accessible. Aussi, les personnes sourdes aveugles, par exemple, il y a des personnes sourdes qui... Bon, il y a des personnes sourdes handicapées, des personnes sourdes qui sont aveugles, des personnes sourdes qui sont en fauteuil roulant. Donc, il y a des personnes dans la communauté sourde qui vont faire vraiment des efforts pour être accueillantes au sein même de la communauté. Donc, on voit de plus en plus d'efforts pour les personnes sourdes aveugles. On va sensibiliser, on va expliquer aux personnes sourdes voyantes. C'est important de respecter aussi les personnes sourdes qui ont d'autres besoins pour qu'elles soient de plus en plus inclusives. En ce qui concerne la question de l'implant, c'est vraiment une grosse question. Si je peux faire une comparaison avec les personnes intersexes et les personnes sourdes, parce que je veux dire, quand une personne naît intersexe, souvent, on va forcer une opération. Donc, le côté médical va forcer l'assignation de genre à la naissance. Mais la personne intersexe, quand elle va grandir dans son avenir, peut-être va dire, je suis pas d'accord avec l'assignation, avec le fait que vous m'avez forcé, c'était une violence médicale. Donc, je pourrais dire que c'est un peu la même chose avec les bébés sourds à la naissance. On pose pas de questions aux bébés, mais on force l'implantation. Donc, il y a beaucoup de personnes dans la communauté sourde qui vont dire le problème, c'est pas l'implant en soi. C'est un adulte peut décider s'il a le goût d'être implanté, de porter un appareil, de ne pas porter d'appareil. Les adultes peuvent choisir d'utiliser ou non la technologie. Le problème vient du manque de consentement. Donc, c'est sûr que la réalité, en fait, c'est pour ça que je fais la comparaison, c'est la même situation. Les parents manquent d'informations parce qu'on n'en parle pas de ces enjeux-là dans la société. Donc, les parents, quand à la naissance, font face à la situation avec leur enfant, ben ils n'ont aucune information, on n'en parle pas dans la société. Donc, bien sûr, ils vont écouter le médecin, le contexte médical, ce sont les personnes qui ont l'expertise. Donc, bien sûr, les parents vont écouter, euh, comment dire, ils vont écouter le côté cisgenre, le côté normatif, le- la cisnormativité. Et puis, je veux dire, dans le contexte médical, il y a aussi beaucoup d'autisme. Donc, de part et d'autre, la perspective médicale
va vraiment influencer les personnes sourdes ou les personnes intersexes. Je veux dire, on va suivre le conseil, bien sûr. Les parents vont suivre les conseils du corps médical. On va dire c'est mieux de faire une opération pour l'assignation de genre ou pour l'implantation d'un implant cochléaire. Mais souvent, ça a une grande influence, là. Tu sais, si on disait aux parents, par exemple, ah, vous avez un enfant sourd, mais votre enfant va apprendre la langue des signes, ça va vous aider à communiquer avec votre bébé, votre bébé va pouvoir comprendre rapidement, parce que quand euh, on présente ça comme ça, c'est encourageant. On encourage, par exemple, les enfants entendants à apprendre la langue des signes, le baby sign, pour qu'ils puissent s'exprimer plus rapidement. Mais si c'est un enfant sourd, on va dire non, 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 il ne faut pas apprendre la langue des signes tout de suite. Ça va l'empêcher de parler en français. Il faut vraiment encourager le développement de la parole avec la voix. Donc, je pense que c'est vraiment un manque. On appelle ça la privation de langue. C'est une privation langagière, language deprivation, c'est vraiment pas accessible comme première langue. Donc, les enfants sourds vont souvent arriver à la maternelle avec moins de mots de vocabulaire qui auront été acquis avant l'entrée à l'école. Donc, je veux dire, si c'était le contraire, si on encourageait l'apprentissage de la langue des signes comme on l'encourage chez les bébés entendants pour les bébés sourds, ben, je pense que on aurait l'acquisition d'une première langue qui est solide, puis par la suite, ça serait plus facile d'apprendre une deuxième langue. C'est une grosse discussion, là. Voilà, je vais m'arrêter maintenant. Est-ce qu'il y a des personnes que tu pourrais nommer comme des grandes influences, mais peut-être au niveau de ta carrière de recherche-création, qui t'ont vraiment influencé dans ton parcours ou qui ont fait des études qui t'ont marqué? Mhm. Oui, ben, mes étudiants et mes étudiantes, là, j'apprends toujours beaucoup avec ces personnes-là. Je leur enseigne, mais j'apprends beaucoup. Elles m'enseignent aussi. Je veux dire, quand je suis arrivée à l'université, j'étais au courant de l'autisme, mais avec le temps, je suis devenue de plus en plus consciente aussi de la perspective androcentrée également en lien avec l'autisme. Donc, j'ai une personne étudiante qui s'intéresse aux personnes racisées et autistes. Et puis aussi, j'ai une autre étudiante qui fait un doctorat de recherche-création sur les personnes noires autistes. Donc, une personne noire neurodivergente. C'est vraiment intéressant d'en apprendre davantage. Pour moi, les étudiants et les étudiantes m'enseignent vraiment beaucoup. Et puis, dans mon parcours, il y a Christine Sun Kim, qui est une artiste sourde. Peut-être vous la connaissez. Vraiment, pour moi, qui est incroyable. Wow! Il y a une... ben, c'est une artiste multidisciplinaire. Elle fait du dessin, de la peinture, de la performance. Et puis, elle joue aussi avec le son. Et puis, il y a plusieurs entrevues qu'on peut retrouver sur Internet, qu'on peut regarder. Puis, dans une de ces entrevues, elle dit qu'elle a grandi dans un rapport au son qui appartient aux personnes entendantes. Elle vient dans une famille d'entendantes, puis souvent on lui disait chut, euh, fais pas trop de bruit avec ta voix, euh, marche doucement, claque pas la porte. Chut. Moi aussi, j'ai grandi en faisant attention à leur son. Mais là, elle explique qu'un jour, elle avait le goût de se réapproprier le son. Le son, ça nous appartient aussi. Donc, se réapproprier le son, ça voulait dire, bon, elle, par exemple, elle a enregistré les sons de la rue, puis ensuite, elle les a ramenés dans son studio d'exploration. Par exemple, elle a inversé le son, puis elle l'a elle a mis des pigments sur le papier. Donc, elle a mis le son en sous le papier, puis là, les pigments bougeaient, puis ça faisait comme des taches sur le papier, des dessins sur le papier. C'était vraiment intéressant. J'aime son processus à elle de réappropriation du son, de refuser le fait que le son soit seulement d'une perspective entendante. On a aussi du son de notre perspective de personne sourde. Donc, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est en lien avec la déconstruction, avec l'affirmation, avec l'appropriation, la réappropriation. J'aime beaucoup cette personne-là. Ben, il y a vraiment plusieurs personnes qui m'ont influencé, que je pourrais nommer, des philosophes,
Judith Butler, par exemple, qui, quand je l'ai découverte, c'était vraiment, elle m'a vraiment beaucoup inspirée, influencée. D'autres personnes, il y a aussi le philosophe Deleuze qui m'a beaucoup influencée dans ma réflexion. Mais dans le milieu de la diversité capacitaire, c'est vraiment Christine Sun Kim. Ensuite, il y a aussi Sue Austin, qui est une femme en Angleterre en fauteuil roulant, qui fait de la plongée avec son fauteuil et puis elle se filme sous l'eau. Donc, ça devient, il y a des extraits qui sont devenus une vidéo, puis c'est vraiment pour moi, c'est vraiment beau. Je présente ces extraits quand j'enseigne. J'enseigne un cours qui s'appelle Handicap et surditude. Donc, quand j'enseigne le cours, je présente toujours les extraits pour les montrer aux étudiants, pour illustrer le modèle affirmatif du handicap, parce que pour moi, c'est vraiment très, très clair avec ces vidéos. Le handicap est souvent défini en lien avec le problème, des barrières, de l'oppression. Donc, ça, c'est un modèle qui est vraiment lié aux difficultés. Mais pour moi, le modèle affirmatif du handicap, bien sûr, il y a des problèmes, mais est-ce que le handicap, c'est seulement des problèmes? Mais non, on a aussi une fierté de personnes handicapées, on a du plaisir à être handicapé, on peut jouer, on peut faire de l'exploration, donc c'est vraiment très clair avec Sue Austin, avec son fauteuil sous l'eau, c'est vraiment, vraiment très clair qu'elle a du plaisir, il y a de la musique aussi dans la vidéo, ça devient méditatif, il y a un rythme qui est lent avec le fauteuil sous l'eau, c'est vraiment beau. C'est intéressant, que tu as dit ça parce que pour moi, les handicaps donnent des choses à une vie et c'est la créativité, l'adaptabilité d'une humaine et je pense que c'est pas nécessaire. Ça ce n'est pas diminue une vie. Ça de temps en temps, ça augmente la les perspectives, les capacités d'une vie, pour moi. Mhm. Oui, vraiment. Mais malheureusement, je sens qu'on n'est pas encore, c'est pas encore reconnu le handicap comme ça. Il faut encore continuer à encourager cette perspective du handicap, le handicap comme méthode de recherche. Mmh. Est-ce qu'il y a des autres choses que tu veux partager avec nous? Ou Ben peut-être oui, je pourrais ajouter que pour moi, la recherche-création, c'est vraiment un style de recherche qui fonctionne avec les personnes de la diversité capacitaire parce que justement, euh, dans l'histoire de la production des connaissances dans le monde universitaire, je sens qu'il y a beaucoup d'oppression. Donc, ça a été très limité, c'est-à-dire le format est tel, il est textuel, il est auditif. Et puis aussi, le style de processus est très linéaire. Alors que la recherche-création, c'est vraiment, ça permet de déconstruire le format, l'approche. Et ça permet aux personnes de la diversité capacitaire qui, autrefois, avaient des difficultés d'accès au monde de la recherche, au monde universitaire. Avec la recherche-création, ça donne des possibilités d'accès au monde de la recherche et au monde universitaire. Donc, je pense que c'est vraiment important de valoriser la recherche-création parce que ça permet à plus de personnes de la diversité capacitaire d'accéder à l'université. je suis d'accord. En Merci mille fois, les 2. Et Mhm. Merci, c'était un grand plaisir. c'est un C'est grand une plaisir pour nous aussi. très belle rencontre, en tout cas. Moi, j'ai appris énormément en une heure. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Mhm. Ben, merci beaucoup. Vraiment, c'est un privilège que vous m'ayez invité à participer avec votre balado. Merci d'avoir pensé à moi. OK. Et on vous verra peut-être à Toronto en novembre alors. Oui, oui. Oui, OK. absolument, avec plaisir. Nous avons terminé le premier épisode de Broadcastability avec une interprète en langue des signes et avons toutes les deux passé un très bon moment avec Véro et Sarah. Alors, Chloé, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans notre conversation? Vera fait référence à la difficulté des collègues à comprendre le crip time, ou le temps plus long qu'il faut à une personne handicapée pour entreprendre et terminer un projet. Et elle a raison de dire qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs handicapés dans l'académie au Canada.
Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Elle en a mentionné quelques-uns qu'on ajoutera dans la vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris pendant cette heure de conversation et j'espère que vous aussi. J'ai hâte de voir son exposition à Toronto en automne. Oui, nous vous tiendrons au courant des dates et du lieu d'exposition sur notre site et nos réseaux sociaux et vous remercions de votre écoute pour cet épisode de Broadcastability. Cet épisode de Broadcastability était mené par Chloé Atkins, professeure à l'Université de Toronto et chercheuse antivalidiste, et par Charlotte Flaming, assistante de recherche du projet PROUD. Isabelle Avakumovic-Pointon a créé l'art de couverture et Justin Laurie a composé la musique. Broadcastability se trouve sur Apple Music et Spotify, ainsi que sur broadcastability.ca. Visitez notre site fr.theproudproject.ca pour plus d'informations.